Madame, Monsieur, bonsoir. Il est tout juste 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui, 18 novembre, le 69e anniversaire de la fête de l'indépendance. Un événement historique jalonné d'actes héroïques et de sacrifices pour la défense des valeurs sacrées de la nation et qui illustre la parfaite symbiose entre le trône et le peuple. Évocation en début de ce journal. Les négociations piétinent toujours à Bakou. Se poursuivent les travaux de la COP29. L'ONU presse les délégués de trouver un terrain d'entente sur la finance climatique. Les pays en développement réclament aux pays riches 1 000 milliards de dollars annuels de financement pour la lutte contre le changement climatique d'ici 2030. Le secteur de production des fruits rouges au Maroc, un secteur en développement, c'est 10% des exportations mondiales. Les professionnels des fruits rouges étaient en conclave à Agadir. 500 participants, dont 200 internationaux, se sont retrouvés dans le cadre de la 5e édition de la Morocco Berry Conference. Le peuple marocain célèbre ce 18 novembre le 69e anniversaire de la fête de l'indépendance, un événement historique qui illustre la symbiose entre le trône et le peuple pour la défense de l'unité, la souveraineté et les constantes du pays. Un événement phare scellant le triomphe de la lutte acharnée pour s'affranchir du joug du colonialisme. Évocation avec Iman Ablon. Une commémoration au goût de l'unité et de la cohésion. Comme ce jour, en 1955, feu Sa Majesté le roi Mohammed V décrétait l'indépendance et l'affranchissement du Maroc du joug colonial. Le combat fut sans relâche. Depuis la signature du traité du protectorat, le 30 mars 1912, les forces vives de la nation se sont soulevées contre la colonisation et ses plans. Dans les années 30, le mouvement national se constitue, s'organise et se renforce avant la présentation du manifeste de l'indépendance le 11 janvier 1944, qui fut une révolution nationale au sens complet du terme et sut refléter l'esprit consciencieux et le sens de maturité des Marocains et de la famille de résistance. Ce fut également le témoignage d'une volonté sans faille de défendre les droits légitimes d'un peuple uni et poursuivre le chemin de lutte contre les velléités coloniales. Le mouvement national a marqué un tournant historique lorsqu'il a réclamé explicitement l'indépendance par la signature du manifeste de l'indépendance le 11 janvier 1944, et ce, en parfaite coordination avec feu Sa Majesté le roi Mohammed V. Autre temps fort de cette lutte pour la liberté, la visite historique de feu Sa Majesté le roi Mohammed V à Tanger, le 9 avril 1947. L'illustration de l'unité du Maroc est l'occasion idoine pour réclamer haut et fort l'indépendance du pays, sa liberté et sa souveraineté. Lors de cette visite, feu Sa Majesté Mohammed V a réclamé solennellement l'indépendance. Il a choisi de prononcer ce discours à Tanger, qui fut à l'époque une zone internationale. Ce fut un message clair pour l'unité nationale et l'expression d'une cohésion inégalable. La flamme de la lutte armée et de la résistance monte d'un cran au moment où le roi légitime du pays et l'illustre famille royale sont contraints à l'exil. La révolution du roi et du peuple éclate le 20 août 1953, marquant une lutte farouche contre l'occupation jusqu'à la proclamation de l'indépendance du royaume au retour de l'exil du père de la nation le 16 novembre 1955. Feu Sa Majesté Mohammed V annonce la fin du protectorat français et le début de l'ère de la liberté et de l'indépendance, qualifiant cela de passage de la petite lutte à la grande lutte, et scellant ainsi le triomphe de la révolution du roi et du peuple. Direction Bakou en Azerbaïdjan où se poursuivent les travaux de la COP29. Pays riches et en développement ont repris aujourd'hui des négociations à un moment critique de la conférence. L'ONU presse les délégués de trouver un terrain d'entente sur la finance climatique. Les pays en développement, à l'exception de la Chine, auront besoin d'une aide extérieure de 1 000 milliards de dollars par an d'ici à 2030 pour réduire leur empreinte carbone et s'adapter aux impacts du réchauffement, estiment les économistes mandatés par les Nations Unies. On retrouve Iman Ablon.
Une semaine de négociations sans succès. La COP29 entre dans sa phase finale par des négociations toujours aussi ardues au sujet du financement pour la transition climatique. Surnommée la COP des finances, elle vise à convenir d'un nouveau régime de financement, l'accord actuel arrivant à échéance l'année prochaine. L'objectif précédent de 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 n'a été atteint qu'il y a 2 ans. Aujourd'hui, le nouvel objectif vise plus d'1 millier de milliards de dollars. Nous ne pourrons atteindre cet objectif que si les différentes parties venaient à se décider à aller de l'avant et progresser vers un accord commun et consensuel. L'un des principaux enjeux est l'obtention de financement pour aider les pays en développement à réduire leur dépendance aux énergies fossiles, s'adapter au changement climatique et gérer les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Les pays doivent revoir leurs ambitions d'ici 2023 si on veut maintenir la température de la Terre à 1,5 degré. Il reste beaucoup à faire pour atteindre la décarbonation et investir davantage dans les énergies renouvelables et réduire l'empreinte carbone. Autre priorité, la création d'un fonds pour indemniser les pertes et dommages causés par les impacts climatiques. Ce fonds doit soutenir les pays les plus vulnérables, souvent démunis face à ces crises. Le compte à rebours est donc lancé à Bakou. Il reste une semaine aux participants pour convenir d'un nouvel objectif de financement pour sauver la planète. La question du financement climatique est également au cœur de la réunion des dirigeants du G20 à Rio de Janeiro au Brésil. Un sommet sous forte pression. Le chef, ou plutôt les chefs d'État et de gouvernement des plus grandes économies avancées et émergentes, parmi lesquelles les États-Unis et la Chine, doivent tenter d'avancer sur la question. Il sera question également de la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités, la durabilité ainsi que la réforme de la gouvernance mondiale. Le ton est monté d'un cran entre la Russie et les États-Unis. Le Kremlin a mis en garde contre une nouvelle escalade après le feu vert donné à Kiev par les États-Unis à l'utilisation de leurs missiles de longue portée contre la Russie. Réclamée par Kiev depuis des mois, la décision de Joe Biden a été confirmée par un responsable américain après un nouveau week-end de bombardements russes massifs et meurtriers sur l'Ukraine et à quelques semaines seulement de l'entrée dans ses fonctions à la Maison-Blanche de Donald Trump, jugé moins enclin à aider ce pays. Moscou a d'ailleurs revendiqué aujourd'hui la conquête d'un nouveau village situé à 15 km environ au sud de Pokrovsk. Législative au Sénégal, le parti au pouvoir, PASTEF, largement en tête des élections dirigées par le Premier ministre Ousmane Sonko. Il a obtenu une large majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Selon des résultats partiels et provisoires, 41 listes de partis ou coalitions de partis ont pris part à ce scrutin législatif anticipé. Environ 7,3 millions d'électeurs étaient appelés à élire 165 députés qui siégeront pour 5 ans, dont 15 chargés de représenter les citoyens du pays vivant à l'étranger. Et puis, direction le Liban à présent, les écoles sont fermées ce lundi à Beyrouth au lendemain de frappes israéliennes meurtrières qui ont visé le cœur de la capitale libanaise, tuant le responsable média du Hezbollah. Elles resteront également fermées jusqu'à demain. L'armée israélienne a fait état d'environ 30 projectiles tirés depuis le Liban ce matin. On revient chez nous, un petit mot de météo, de fortes averses orageuses, 20 à 40 mm avec rafales de vent touchent en ce moment même, et ce jusqu'à 23h ce soir. Plusieurs provinces du royaume sont concernées, les provinces de Tel Oudent, Chtuka Eit Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Gilmim et Tata. Le Maroc, acteur majeur du marché mondial des fruits rouges, c'est 10% des exportations mondiales. Les professionnels des fruits rouges étaient en conclave d'ailleurs à Agadir. 500 participants, dont 200 internationaux, se sont retrouvés dans le cadre de la 5e édition de la Morocco Berry Conference, un espace d'échange et de partage des expertises entre les différents opérateurs et professionnels opérant dans ce secteur. Abdelghani Tahraoui et Zakaria
Zakaria Moukhenbillah. Ils sont producteurs de fraises, de myrtilles et de framboises au Maroc et à l'étranger. À la Morocco Berry Conference, ces leaders de l'industrie des fruits rouges confrontent leurs expériences et s'informent sur les derniers défis et tendances du secteur. Réduction de la consommation d'eau, optimisation des chaînes d'approvisionnement et garantie d'un produit de qualité. Cette rencontre offre aussi un aperçu des innovations technologiques et des stratégies adaptées à chaque filière. Il y a beaucoup d'interactions entre les producteurs marocains, les investisseurs, les opérateurs étrangers. Il y a beaucoup de business qui est fait ici au niveau de la conférence. Nous avons aussi une partie avec des experts qui exposent des nouveautés, des innovations pour pouvoir donner donc de nouvelles techniques et de nouvelles technologies. Avec une croissance soutenue du secteur des fruits rouges, le Royaume se positionne parmi les plus grands exportateurs mondiaux, le 5e pour l'export des myrtilles. Les exportations nationales de fruits rouges représentent 10% des exportations internationales. Le secteur des fruits rouges, c'est plus de 13 000 hectares répartis dans tout le territoire marocain, Tanger le Gouera. Donc c'est presque plus de 6 800 hectares de myrtilles, 4 600 de framboises et 2 300 hectares de fraises. C'est plus de 8 millions de journées de travail et le secteur, il fait entrer au Maroc plus de 6 milliards en devises chaque année. En 2023, le Royaume a exporté plus de 200 000 tonnes de fraises, framboises et myrtilles, générant plus de 600 millions de dollars de recettes, un taux en constante augmentation grâce aux efforts d'innovation et à une production respectueuse de l'environnement. Sport, 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Maroc affronte ce soir le Lesotho au stade d'honneur d'Oujda. Qualifié d'office en tant que pays hôte de la CAN 2025, le Maroc est déterminé à clôturer ses qualifications sur une série d'invincibilité. Les hommes de Walid Regragui comptent bien sûr signer une 6e victoire ce soir face au Lesotho. Pour ce match, Soufiane Rahimi est de retour après avoir purgé une suspension pour cumul de cartons jaunes. En revanche, Achraf Hakimi a quitté le rassemblement pour rejoindre son club, le Paris Saint-Germain. Walid Regragui pourrait opérer quelques changements et donner l'opportunité à des joueurs restés sur le banc de touche lors des premiers matchs. Nous l'écoutons. On va essayer de voir si on va relancer quelques joueurs ou pas. Est-ce qu'on reste sur la même ossature? Le plus important, c'est qu'on a rectifié beaucoup de choses. On a encore beaucoup de travail. Mais l'idée, c'est de terminer ces qualifications avec 6 victoires. C'est vraiment notre envie. Pendant toutes les qualifications, ça a été une équipe très difficile. Elle a créé encore la surprise là, contre le Centrafrique. Ils vont venir, je pense, comme au match aller, peut-être même plus libérés parce qu'ils jouent vraiment plus rien. Donc à nous de trouver des solutions, de continuer à progresser, de voir un peu ce qui n'a pas été à l'aller pour que demain, on puisse rapidement trouver les solutions, continuer sur le plan offensif et le plan défensif aussi. Voilà, bonne chance aux Lions de l'Atlas. Course, marche, footing et fitness. Voilà ce que vous ont proposé ce week-end les organisateurs de la 2e édition de Tanger Run. 2 jours d'activité physique qui ont mis en avant la beauté de la ville du Détroit. Tanger Run a réuni plusieurs associations locales et d'ex-champions internationaux pour animer les activités et encourager les participants au bienfait du sport. Saïd Anas, Adnan Lherras et Dominique Orlando. 1, 2, 3, 4, 5. Tout a naturellement débuté par un échauffement qui vise à préparer de façon progressive l'organisme à l'effort qui va suivre, soit au minimum 45 minutes de course ou de marche à travers les jolies artères de la cité du Détroit qui fut balayée tout ce week-end par une brise venue de l'océan. De quoi démultiplier la formule détente de cette course qui n'entre évidemment pas dans le cadre d'une quelconque compétition. Tanger Run s'inscrit dans la série de City Run, donc nous organisons la même chose sur plusieurs villes marocaines avec le même objectif qui est d'encourager les gens à prendre soin de leur santé par la pratique du sport. Et ça fonctionne sur un fond musical très entraînant, petits et grands s'y mettent. Pas de barrière donc entre les générations, seul compte le plaisir de se retrouver ensemble.
ça entraîne, ça motive, tout ça dans une bonne ambiance. On fait des progrès considérables, on se fait des amis. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis grâce au sport à Tanger. Donc, à la fois pour le bien-être physique et pour le bien-être personnel. Effectivement, c'est par l'exercice physique que l'on peut libérer son esprit de toute contrainte. Courir ou marcher, peu importe. L'important est de perdurer quelque peu dans l'effort que garantit au final la conviction d'avoir effectivement fait le bon choix pour soi. Voilà, c'était un sujet signé Saïd Anis, Adnan Herres. Le commentaire était bien entendu signé Dominique Orlando. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure.